les États-Unis restent la première puissance mondiale et Trump veut complètement changer le système international. Trump, lui, dit comment se débarrasser du système pour qu'il n'y ait plus aucune contrainte à la puissance américaine. Donc, c'est effectivement une véritable révolution stratégique. Et j'espère qu'il est plutôt bien parti pour échouer parce que ça dépendra des contrebalances, des résistances. La Chine et l'Union européenne, c'est un peu les deux principaux blocs de résistance. D'autres sont un peu plus mal placés pour le faire, mais il peut y avoir un effet d'entraînement. Mais donc, la Chine n'est pas aussi facile que cela à dominer, contrairement à ce que pense Trump. Et l'Union européenne, qui n'est plus protégée par les États-Unis, ne veut pas non plus se laisser faire. Alors, sujet brûlant de l'actualité aujourd'hui, c'est le nucléaire iranien. Les négociations qui commencent donc entre Téhéran et Washington, une rencontre rare et d'autant plus cruciale entre deux pays ennemis et sous tension parce que Donald Trump a menacé de représailles très fortes s'il y avait un échec des négociations avec l'Iran. Je vous propose d'écouter Donald Trump et on en parle ensemble après. Je ne veux pas qu'ils aient d'armes nucléaires. Je veux que l'Iran soit un pays merveilleux, grand et heureux. Mais ils ne peuvent pas avoir d'armes nucléaires. L'Iran veut avoir l'arme nucléaire pour se protéger, mais si l'arme nucléaire peut être une menace de bombardement, peut-être qu'ils ne vont pas y aller. On peut simplement remarquer que cet accord avait été trouvé en 2015, quand Barack Obama était président, et que c'est Donald Trump qui, en 2018, l'a déchiré. Et donc aujourd'hui, il veut revenir parce qu'il va dire que c'est un accord que lui a trouvé, donc qui est bien supérieur à ce que cet incapable d'Obama avait pu mettre en œuvre. Et Trump veut éviter une guerre, il sait très bien qu'il y a des grandes menaces de conflit. Alors, c'est le choix entre, effectivement, bombarder l'Iran pour éviter que l'Iran ait l'arme nucléaire, mais dans ce cas-là, il n'y a pas que l'Iran qui serait atteint. Alors, oui. Ça aurait des répercussions, notamment en Arabie Saoudite, qui est l'autre grand allié. Et donc, Trump est partagé entre ces deux alliés au Proche-Orient, Israël qui veut bombarder et l'Arabie Saoudite qui veut éviter que l'on bombarde parce qu'elle sait qu'elle sera la victime indirecte de tout cela. Et Trump essaye de négocier pour couper l'herbe sous le pied à Netanyahou, pour éviter les bombardements et en même temps trouver des moyens rassurants pour les Saoudiens qui, depuis son premier mandat, se sont réconciliés avec les Iraniens puisqu'ils ont réouvert leurs relations diplomatiques qui avaient été coupées auparavant. Vous savez que Trump veut avoir le prix Nobel de la paix. S'il trouve un accord avec l'Iran, ça écartera quand même les menaces de guerre. Il en tirera profit et surtout, il pourra dire, là, il veut surtout rayer Obama de la mémoire. Et donc, s'il trouve un accord qui lui sera respecté, alors que c'est lui-même qui a déchiré l'accord signé par Obama, il pourra effectivement plastronner devant l'opinion publique. Il aime quand même le triomphe des apparences. Et face aux menaces de sanctions américaines, les Européens ont arrêté de commercer avec l'Iran une fois que Trump a déchiré l'accord. Donc les Européens ont perdu aussi en crédibilité, non seulement auprès des Américains, mais également auprès des Iraniens. Les États-Unis également à la manœuvre dans les tentatives de règlement de la guerre en Ukraine, avec cette interview au Times de l'ex-général Keith Kellogg, qui suggère une partition de l'Ukraine sur le modèle de Berlin après la Seconde Guerre mondiale pour mettre fin au conflit. Voilà ce qu'il dit. On pourrait faire en sorte que cela ressemble à ce qui est arrivé à Berlin quand il y avait une zone russe, une zone française, une zone britannique et une zone américaine. Ce que l'on peut noter là-dedans, c'est l'acceptation du principe qu'il y ait une présence militaire française et britannique pour soutenir l'Ukraine si une paix était trouvée. Mais bien sûr, mais cette ça, Moscou n'en veut pas. N'en veut pas. Mais on peut aussi en discuter. Mais en tous les cas, on voit bien là que c'est de nouveau des déclarations maximales qui vont certainement, une fois de plus, inquiéter les Ukrainiens et en même temps permettre à Poutine d'être encore un peu plus exigeant parce que finalement, on lui donne, y compris des territoires qu'il n'a pas encore conquis militairement. Donc effectivement, on voit que malgré le refus de Poutine d'accepter le plan de cessez-le-feu de Trump, qui était quand même un beau cadeau qui lui est fait, les Américains et Trump, l'administration Trump, continuent quand même à être plutôt du côté de Poutine que les Ukrainiens et à ne pas poser de conditions par rapport aux ambitions russes. Une fois encore, Poutine ramasserait la mise. Ce que Poutine veut pour l'instant, il n'accepte pas le cessez-le-feu parce qu'il voudrait en fait un grand sommet avec Trump pour régler non seulement la question ukrainienne, mais parler aussi de l'Iran, parler aussi du Proche-Orient, parler des terres rares, parler de l'Arctique, des sujets qui peuvent intéresser les Américains. Et donc, lorsque les Russes disent qu'il ne faut pas seulement arrêter la guerre, il faut aussi réfléchir aux conditions qui ont permis la guerre, c'est le fait d'avoir un grand sommet, une fois de plus, sans les Européens, entre Trump et Poutine. Oui, alors il faudra quand même peut-être que certains Européens qui pensent encore que les États-Unis sont un allié, qu'on ne peut pas se couper des États-Unis, si on continue à dire que quoi que fasse Donald Trump, on continue à être des alliés loyaux, obéissants, il n'y a pas de raison qu'ils bougent un peu. Les Chinois sont quand même plus brutaux et plus nets dans leurs réactions, et donc peut-être aussi qu'il est temps que les Européens mettent aussi des limites à ce qui est acceptable pour leur part, de la part des États-Unis, parce que si à chaque fois on ne réagit que de façon relativement molle par rapport aux immenses provocations, enfin, les États-Unis proposent quand même d'annexer une partie
d'un membre de l'Union européenne qui est le Danemark. Oui. Sans parler du Canada, qui a quand même aussi un allié cher et important. Et donc, il faut peut-être réagir un peu plus fortement, parce que là, on a l'impression que Trump multiplie les déclarations incendiaires, les provocations, et on réagit de façon très européenne, donc très modérée, ce qui n'est peut-être pas à la hauteur des enjeux par rapport à Trump. Alors, l'Union européenne, quand même, s'organise pour résister sur le plan commercial. Et sur le plan commercial, on lutte à 27. On est vraiment là un bloc. Et donc, Trump ne peut pas trop jouer la division. Mais c'est sur le plan stratégique par rapport à ce que Trump propose pour le reste que l'on pourrait réagir plus fortement. Sur le plan commercial, effectivement, la réponse européenne est plutôt intelligente de ne pas déclarer la guerre, mais de cibler très précisément ce qui peut faire mal aux Américains. Alors, Emmanuel Macron, qui était en Égypte en début de semaine pour un sommet avec le président égyptien et le roi de Jordanie, a rappelé d'abord au président américain que la priorité, c'était de sauver des vies à Gaza. Et puis, il a déclaré, Emmanuel Macron, qu'il n'excluait pas la reconnaissance par la France d'un État palestinien. Une prise de position qui pourrait intervenir au mois de juin. Quels effets cette reconnaissance pourrait un jour avoir, si tant est qu'elle ait lieu ? Une fois encore, c'est pas ça qui va cesser les bombardements sur Gaza. Et là, on voit que finalement, l'armée israélienne est en train de mettre le plan de Trump à exécution, puisqu'ils expulsent les Palestiniens de plus en plus de zones de Gaza en leur demandant de partir. Donc, on se demande où les habitants de Gaza pourront aller. Donc, sur le terrain, ça change rien, mais par contre, ça serait un appui fort. Mais on peut se demander si attendre juin pour faire cela, ça sera pas un peu un signal tardif, y compris sur le plan diplomatique, parce que d'ici juin, il peut se passer beaucoup de choses. Pour le moment, sur le terrain, cette volonté est démentie par la réalité militaire, les bombardements qui continuent et l'armée israélienne qui poursuit son offensive sur la bande de Gaza. Les négociations autour du nucléaire iranien entre Téhéran et Washington, une rencontre rare et historique sous tension parce que Donald Trump menace d'employer la force en cas d'échec de ces négociations avec l'Iran. Alors, je le disais, ce sont deux pays ennemis depuis très longtemps, plus de relations depuis 1980, d'où l'importance de ces négociations qui s'ouvrent aujourd'hui entre l'émissaire américain pour le Moyen-Orient Steve Witkoff et le ministre iranien des Affaires étrangères Abbas Araghchi qui se rencontrent donc à Oman. Et là, Trump est véritablement dans une position de force, d'autant plus que les Américains ont fait montre de leur force militaire très extensive en envoyant des bombardiers, des porte-avions, etc. Enfin, Israël continue de bombarder la Syrie, d'occuper le Liban et de commettre des crimes internationaux à Gaza. Et sur ces trois dossiers, l'administration Trump ne manifeste ni intérêt particulier, ni capacité à pacifier la situation. Moi, je voudrais souligner autre chose. L'intérêt de l'administration américaine à l'heure actuelle, c'est surtout d'éloigner toutes les puissances possibles de la Chine. Or, vous savez que l'Iran vend beaucoup de pétrole à la Chine, et ça va ensemble avec la négociation avec la Russie. L'idée, c'est de détacher la Russie et toutes les autres puissances de la Chine. Promis, on parle de la guerre en Ukraine et de cette interview au Times de Keith Kellogg qui propose un découpage du pays en zones de responsabilité européenne et russe sans les États-Unis, avec une zone démilitarisée au milieu. L'Allemagne est finalement départagée en deux. D'un côté, la RFA liée au bloc occidental et de l'autre, la RDA sous influence soviétique. Et ce que souhaite Keith Kellogg, l'émissaire des États-Unis, c'est le même modèle pour l'Ukraine. Concrètement, dans son entretien au quotidien britannique The Times, vous en parliez, il imagine à l'ouest une présence anglo-française. Et la France et le Royaume-Uni, eux, vous vous souvenez, c'était bien dit, favorable à l'idée d'une présence militaire européenne de maintien de la paix sur le territoire. Les troupes ukrainiennes, elles, se tiendraient ici, au nord-est, et la Russie, elle, occuperait le sud-est de l'Ukraine. Et pour remplacer le rideau de fer qui séparait les deux Allemagnes, Keith Kellogg, lui, il a pensé au Dniepr, qui est le fleuve qui coupe l'Ukraine et même Kiev, naturellement, du nord au sud. Et entre les deux lignes ukrainiennes et russes, on aurait une zone démilitarisée de 29 km de large où chaque camp reculerait d'une quinzaine de kilomètres, et ce, afin d'assurer qu'aucun échange de tirs n'ait lieu. Parce que les zones qui seraient occupées par Moscou, elles correspondent en fait aux zones qui sont déjà annexées par la Russie. Louhansk, Donetsk, Zaporijjia, Kherson et la Crimée. Et ce plan, il reviendrait donc tout simplement à donner ces territoires à Moscou. Mais dans la foulée, Keith Kellogg dément le contenu de l'article du Times. Il affirme sur son compte X hier, l'article du Times déforme mes propos. Je parlais d'une force
force de résilience post-cessez-le-feu pour soutenir la souveraineté de l'Ukraine. Dans les discussions sur la partition, je faisais référence à des zones de responsabilité pour une force alliée. Je ne parlais pas d'une partition de l'Ukraine. Les Ukrainiens ne regagneront pas aujourd'hui les territoires perdus. Les Russes ne les rendront pas non plus. Il faut bien trouver une solution de négociation. Bon, il y a peut-être une petite correction à faire sur la carte, au moins sur la première. Et c'est vrai que dans les articles de journaux qui sont parus, on parle beaucoup de... le Dniepr serait la frontière naturelle. Ce qui est vrai, sauf que ça ne va pas jusqu'à là. On est à la limite des 4 oblasts. C'est la deuxième carte qu'il faut prendre en référence. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on comprend, c'est que les Américains proposeraient aux Russes, et surtout aux Ukrainiens, de donner les parties non conquises par les Russes, de ces 4 oblasts. C'est ça qui est dit, en fait. Oui. Donc, ça voudrait dire, en termes clairs, Monsieur Zelensky, vous devez accepter votre défaite et la victoire des Russes. Alors tout d'abord, il faut savoir qu'il n'y a aucune réaction officielle. Le président Zelensky n'a pas pris la parole, aucune réaction donc ni du Parlement ni d'aucun officiel ukrainien. Et en fait, ça c'est un peu normal, parce qu'en fait cette idée-là, elle avait déjà été mise en avant par les Russes pour négocier un cessez-le-feu global et même un accord de paix. C'était que les territoires occupés par la Russie restent dans le giron de la Russie et même ils réclamaient Zaporijjia et Kherson. Ce qui pour les Ukrainiens est une ligne rouge absolue. Ils l'ont déjà dit. Nous avons rencontré il y a quelques jours seulement Mikhailo Podolyak, qui est donc le conseiller de la présidence de Volodymyr Zelensky. Eh bien, il nous a redit que ça c'était hors de question. Ces territoires sont ukrainiens, les gens qui y vivent sont ukrainiens et il est hors de question de les céder aux Russes. D'autant que ce serait effectivement le signe d'une capitulation. Parce que là, ce qui les retourne aussi, on a tourné cette nuit avec des magistrats qui font de la défense antiaérienne et ils nous disaient qu'en fait, ce qui est quand même hallucinant, c'est que quand on fait référence à Berlin et au mur de Berlin, l'Allemagne était une puissance qui avait été vaincue. Or, les Ukrainiens disent, nous ne sommes pas vaincus. Et chaque fois qu'on rencontre des militaires depuis le début où nous sommes ici, ça va faire une petite semaine, on a vu des militaires du bataillon Azov qui nous ont dit, nous ne lâcherons pas, nous ne voulons pas lâcher, parce que même s'il arrive qu'il y ait un cessez-le-feu global, on sait très bien que la Russie recommencera, donc il faut que notre armée soit en capacité de répondre. Donc vous voyez ici, la ligne rouge est atteinte et le fait qu'il n'y ait pas de réaction officielle, ça prouve bien l'état d'esprit des Ukrainiens. Et en même temps, ce plan, ce projet est significatif de la manière dont l'administration Trump conçoit les choses en matière internationale en général et pour résoudre des conflits en particulier. Et là, il y a à la fois une volonté apparente d'être réaliste en prenant acte d'un rapport de force favorable aux Russes, mais qui en réalité ne saurait masquer en vérité une partialité des États-Unis dans cette affaire. Quand même, un alignement sur la lecture des faits et du conflit sur le point de vue de Moscou. Oui, mais c'est ce qui se passe depuis l'arrivée de Donald Trump. Oui, mais avec une volonté quand même de mettre en avant une forme de réalisme en vue d'apporter des solutions et donc d'aller vite en vue de ces solutions et aboutir à une pacification du monde, pour reprendre un peu les lubies de l'administration Trump. On sait que Donald Trump est pressé par le temps, il veut que les choses aillent vite, et malgré tout, vous le disiez, Général Chauvency, si ça se passe comme ça va se prolonger indéfiniment. Mais je voudrais vous montrer ce qu'il disait il n'y a pas très longtemps là, sur son réseau social. La Russie doit se bouger, trop de gens meurent, des milliers par semaine, dans une guerre terrible et insensée, une guerre qui n'aurait jamais dû avoir lieu et qui n'aurait jamais eu lieu si j'avais été président. Donc, c'est comme s'il voulait oublier la parenthèse entre guillemets Biden et on fait comme si j'avais toujours été là et il n'y aurait pas eu de guerre. Le peuple ukrainien est quand même très fatigué de la guerre. On a quand même beaucoup de reportages qui le montrent sans ambiguïté. Il y a beaucoup de jeunes qui se cachent plutôt que de se faire recruter, enrôler, être engagés dans l'armée, etc. Donc ça pose un problème énorme à l'Ukraine. Et il y a une chose qui est certaine, c'est que plus ils attendent pour faire la paix, plus l'Ukraine sera détruite. Sans doute. Alors, tout ça est extrêmement difficile. Personne n'en sortira glorieux, sauf les Ukrainiens qui, eux, se sont battus avec beaucoup de bravoure et beaucoup de résistance. Et tout le monde sera d'accord pour leur donner ce qui leur est dû à ce niveau-là. Mais ce niveau-là, il ne fait plus partie du tout de la perception des Américains. C'est difficile à le dire, mais je crois qu'il faut quand même le comprendre. Donc je crois que Zelensky et ceux qui le conseillent veulent peut-être éventuellement faire un accord avec les Américains. Que si c'est juste pour poster des soldats
et leur dire vous allez juste vérifier qu'il n'y en a pas un qui tire à droite et l'autre qui tire à gauche. Les Français et les Anglais n'accepteront pas de faire ça. Donc ils viendront avec d'autres moyens, ils voudront un autre mandat, c'est-à-dire un mandat qui leur permettront d'intervenir si c'est nécessaire. Ça, les Russes n'en veulent pas. Aujourd'hui, ça fait plusieurs semaines que les Français et les Britanniques travaillent ensemble. Il y a eu les réunions des chefs d'état-major, la planification est en train de se faire, mais il faut une chose qui est dit d'ailleurs par Kellogg's, c'est une force de toute façon qui ne serait envisagée qu'une fois que le cessez-le-feu serait obtenu. C'est-à-dire qu'on ne déploie pas les forces avant. C'est ça qui est extrêmement important. Oui. Ça, c'est le point, le fondamental. Et ça veut dire que ce sera une force capable de se battre, et quand on dit force de réassurance, c'est d'appuyer l'armée ukrainienne si elle était agressée. Ça veut dire aussi des forces aérospatiales. Ça veut dire donc aussi un espace aérien qui sera contrôlé. On n'en a pas beaucoup parlé, mais c'est obligatoire. Donc on est bien dans un rapport de force qui se construit, mais avec ce qui vient d'être évoqué depuis 48 heures ou 72 heures par Vladimir Poutine, il ne veut pas d'une force européenne de ce type en Ukraine. Il y a un moment, il va peut-être falloir imposer notre volonté. Eh bien, bonjour, bonsoir, salut à toutes et à tous, ici Rager. Ça faisait un moment que j'avais pas fait de review actualité sur cette chaîne. J'avais un peu lâché l'affaire, pour être honnête, sur l'actualité. J'arrivais plus à m'intéresser à ce qui se passait dans le monde. Je regardais toujours un peu les gros titres, j'ai vu quelques dingueries un peu. Genre, il y a Le Pen qui a été condamné, il y a Sarkozy qui a été condamné, il s'est passé plein de trucs. Du coup, je viens de regarder LCI, j'ai regardé le Club Info, j'ai pas regardé jusqu'à la fin parce que j'avais envie d'avoir du temps un peu à consacrer pour un peu réagir sur l'actualité. Du coup, sur ma feuille, j'ai noté quelques points. Et du coup, on va essayer de traiter l'actualité du mieux qu'on peut. Alors, premier point que j'ai noté, c'est Trump. En fait, Trump est vraiment en train de foutre un peu le bordel et en même temps, c'est un peu bizarre. Je veux dire, moi, quand les élections américaines et même un peu avant, quand les conflits ont éclaté, je me disais que là, le monde, il avait besoin un peu de Trump, dans le sens où Trump, c'est quelqu'un qui n'a pas peur de se battre pour les intérêts de l'Occident. Mais en réalité, je suis en train de me rendre compte que le mec, il est complètement matrixé par Make America Great Again, Make America Great Again. En fait, surtout, ce que je voulais, c'était ce que j'attendais de Donald Trump, c'est qu'il ne se laisse pas faire par Vladimir Poutine. Mais en réalité, le gars, il est dans son propre prisme du monde. Il voit que les intérêts des Américains sur le court terme, en réalité, même s'il parle de long terme. Et du coup, à part être complètement focus sur la Chine, prétendre qu'il peut arrêter toutes les guerres d'un revers de la main, et ne pas avoir peur d'utiliser la force et les armées pour atteindre ses objectifs, en réalité, là, ça m'inquiète un peu, pour être honnête. Ça m'inquiète un peu dans le sens où j'ai l'impression qu'avec Trump, en fait, ça peut vite partir en couille. Dans le sens où, après Trump, quand même, ce qu'il avait fait, j'avais vu qu'il y a quelques semaines de ça, j'avais vu qu'il avait proposé un cessez-le-feu soft, on va dire, en Ukraine. C'est-à-dire qu'en gros, la Russie et l'Ukraine se promettaient de ne plus attaquer les infrastructures énergétiques et de plus faire de combats dans la mer Noire. Je crois que c'est le nom de la mer à laquelle a accès l'Ukraine, qui se connecte ensuite par un canal à la mer Méditerranée. Mais ce cessez-le-feu, il n'a pas été respecté. Et du coup, en fait, ça fait un peu bizarre à dire, mais il y a d'autres infos aussi qui ont sorti là maintenant. C'est l'Iran qui commence à se manifester. Il y a Israël qui va attaquer l'Iran parce que l'Iran est en train de développer des armes nucléaires. Les États-Unis ne veulent pas que l'Iran ait des armes nucléaires. Et donc du coup, là, aujourd'hui, il y a eu des négociations. Ce samedi 12 avril 2025, il y a eu des négociations qui ont eu lieu entre un émissaire américain et le représentant du peuple iranien, le chef de la diplomatie iranienne, qui est parti discuter avec les Américains pour dire, bon, écoutez les gars, nous on veut l'arme nucléaire, qui est pas ça, qu'est-ce qu'on fait? Et du coup, je suis en train de me rendre compte qu'en réalité, le monde, il est dans une certaine agitation. Une agitation que moi, je ne perçois pas en tant que citoyen français, parce que je suis tranquille dans les frontières de la France, en train de vivre ma vie et de me la couler douce. Mais en réalité, ça m'inquiète et ça m'attriste. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, dans ces jeux de pouvoir qui s'opèrent entre les différents représentants du peuple, on oublie le peuple. J'ai l'impression que les représentants du peuple oublient qu'ils représentent le peuple et qu'ils doivent veiller au bien-être du peuple. En fait, quand j'ai vu cette info comme quoi les Iraniens étaient en train de développer l'arme nucléaire et que j'ai vu comment Trump avait réagi en mode « Oui, je veux que l'Iran soit un pays beau et en paix, mais qui n'ait pas l'arme nucléaire »,
Et ça m'a fait me dire, mais en réalité, pourquoi est-ce qu'il y aurait que les pays actuels qui auraient le droit d'avoir des armes nucléaires? En réalité, si un pays a l'arme nucléaire, s'il y avait un seul pays qui avait l'arme nucléaire, ce qui a failli se passer avec le développement de la première bombe nucléaire avec les États-Unis, qui n'ont pas hésité à s'en servir il y a 100 ans, il y a 80 ans, sur les Japonais, sur deux villes, en représailles de ce qu'ils avaient fait à Pearl Harbor. Les États-Unis ont failli être le seul pays à avoir l'arme nucléaire, mais la France et la Russie, ils ont réussi à développer leur propre bombe, et du coup, ça a créé une sorte d'équilibre. Et en réalité, j'avoue que je suis pas pour la guerre. Je l'ai noté dans ma feuille, hein. Je suis pas pour la guerre. Moi, je suis pour que tous ces gens qui sont en conflit, qui sont pas d'accord les uns avec les autres, je suis pour qu'ils fassent des pourparlers, des négociations, et qu'ils trouvent des compromis. Et j'ai l'impression qu'en réalité, chaque pays se bat seulement pour ses intérêts. Donc c'est un peu compréhensible, dans le sens où un pays va pas se laisser mourir pour sauver un autre pays. Enfin, je sais pas en réalité si c'est si compréhensible que ça. Mais en réalité, ce que je me dis, c'est qu'en fait, le problème cas, c'est pas qu'il y ait des armes nucléaires, c'est pas qu'il y ait des armes, c'est qu'il y ait des gens qui sont prêts à s'en servir pour atteindre leur objectif. Et j'avoue que c'est assez facile quand tu es président et que tu es au pouvoir et que tu as l'appui du peuple et que tu es dans un bureau et que chaque décision que tu prends, ça lance des engrenages qui fait que des gens se mettent en mouvement et vont suivre ton flot. C'est facile d'envoyer des soldats sur le terrain et leur dire eux ils sont méchants, il faut les tuer. Mais si c'est toi qui devais y aller, est-ce que tu serais prêt à mourir pour les intérêts de quelqu'un d'autre? C'est ce que je me disais pendant que je regardais les informations. Au bout d'un moment, je me suis dit, mais est-ce que ces gars qui n'ont pas peur d'envoyer des troupes, qui parlent d'envoyer des troupes, qui signent des contrats d'armes, qui signent des contrats militaires, est-ce qu'ils seraient capables d'aller se battre, eux, pour leurs propres idéologies et leurs propres intérêts? J'ai l'impression que les gens qui sont au pouvoir, ils ont cette facilité à se cacher derrière les soldats en se disant de toute façon c'est moi qui dis aux soldats où aller, c'est moi qui ai raison et je vais pas me laisser faire et je vais pas me laisser marcher dessus. Ce côté de ne pas se laisser marcher dessus, je pense qu'elle est nécessaire pour un dirigeant d'un pays. Le pays ne doit pas oublier le bien de son peuple. Mais comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai l'impression qu'on est en train d'oublier le peuple. J'ai l'impression que chacun se bat pour ses propres idéologies sans avoir une oreille attentive aux idéologies de l'autre et les raisons pour lesquelles justement ça crée ces conflits et ces combats armés. On oublie. Et là, pendant un moment, j'ai cru qu'il allait avoir une spécialiste qui allait dire non, mais on pourrait revenir aux origines du conflit Ukraine-Russie. Il y a eu l'Occident a eu son rôle à jouer concernant le début du conflit, mais on ne s'est pas étalé dessus. Et en fait, tout ce qu'on sait faire, c'est dire eux, ils sont méchants, faut les empêcher d'avoir l'arme nucléaire, eux, ils sont méchants, faut les empêcher de conquérir les pays. Et en réalité, les États-Unis, je pensais qu'ils allaient arriver avec un côté bon, maintenant on arrête ces conneries, les gars, c'est fini, on arrête de se faire la guerre. Mais en réalité, je vois bien que c'est un peu des faux, de la fausse. Je sais pas, c'est ce mot-là qui me vient, mais je sais que c'est pas le bon pour définir ce que je pense. Mais c'est un peu des faux semblants. C'est-à-dire, on se dit, ah, la guerre, c'est pas bien. Mais par contre, après, quand il faut envoyer des soldats, on est les premiers à dire, oui, il faut le faire, faut le faire, faut le faire. Et du coup, ça m'attriste un peu et ça m'inquiète. Et je me dis qu'à tout moment, que déjà avec ce qui se passe à Gaza, du coup, moi, la dernière fois que je m'étais renseigné aux infos, il y avait l'échange des prisonniers et l'échange des otages qui avait eu lieu. Donc le Hamas libérait des otages en échange de libération de Palestiniens qui avaient été faits prisonniers par Israël pour des raisons qui nous ont pas été expliquées, hein. Bien évidemment, les raisons pour lesquelles ces gens ont été emprisonnés, on ne les sait pas. Il y en a qui disent ils sont pas méchants, ils ont rien fait de mal. Il y en a qui disent ouais, c'est des terroristes. Je déteste cette génération de ce mot de terroriste. Je le déteste parce que c'est quand on dit terroriste, on a le cliché de l'islamiste avec une Kalachnikov qui crie mort à l'Amérique. Et du coup, à chaque fois que quelqu'un commet un crime et qu'il a des liens avec la religion musulmane, on dit que c'est un terroriste, mais en réalité, c'est quoi un terroriste? Un terroriste, c'est quelqu'un qui utilise la peur comme outil de guerre.
mais en réalité, tous les pays sont des terroristes. Je veux dire, quand la France elle teste sa bombe nucléaire pour montrer sa puissance aux autres pays du monde, c'est du terrorisme. Ça veut dire, si vous nous attaquez, on peut détruire votre pays. C'est du terrorisme. Tout le monde fait du terrorisme dans le monde de la guerre. Je pense même que c'est l'un des outils les plus utilisés dans la guerre. Faire peur à son ennemi pour empêcher son ennemi de nous attaquer. Et donc du coup, j'avoue que j'ai regardé les infos et j'étais là en mode ouais, bah, en fait, partout dans le monde, c'est le bordel. Tout le monde veut le pouvoir, tout le monde veut l'argent, tout le monde veut les armes, tout le monde veut être le chef. Et du coup, on envoie des gens qui croient, par contre, qui sont convaincus de se battre pour des idéologies honorables sur le champ de bataille à la mort pour des intérêts économiques et stratégiques qui n'ont pas de sens, parce qu'en réalité, à quelques détails près, on aurait pu vivre dans un monde en paix si on avait réussi à faire l'effort, chacun, de faire des concessions et des compromis. Voilà, c'est ça qui ressort de ce que j'ai regardé de l'actualité. C'est que moi, en réalité, je suis pas pour la guerre. Je suis pas pour la guerre. Et je m'en veux un peu parce que quand j'ai décompensé dans ma psychose, j'étais limite prêt à crier haut et fort qu'il faut partir en guerre contre les États et qu'il faut utiliser la force pour les raisonner et que c'est que comme ça qu'ils sauront nous écouter parce que si on n'a pas l'armée et la puissance militaire pour défendre nos idéaux, personne ne le fera à notre place. Et en réalité, j'avoue que quand j'ai réfléchi, parce qu'en gros cet après-midi, je devais pas faire de review actualité, mais j'ai décidé d'en faire une finalement. Je me suis dit, allez, je vais regarder les infos, je vais essayer de démêler le vrai du faux, je vais me réintéresser à ce qui se passe dans le monde. Et en réalité, je suis là en mode, ouais, non, bon les gars, vous êtes, en fait, tous les politiciens, tous les spécialistes, c'est des beaux parleurs en réalité. Et j'ai l'impression qu'à chaque fois, on oublie le peuple. Et quand il y en a un qui oublie pas le peuple, il n'est pas capable de faire résonner le bon sens dans le cœur de ses interlocuteurs. Et ça m'attriste un peu. Et du coup, j'avoue que quand j'ai appris que l'Iran développait des armes nucléaires, en fait, je veux dire, rationnellement, je me dis, mais en fait, pourquoi est-ce qu'il n'y a que la Russie, la France, les Anglais, pourquoi il n'y aurait qu'une poignée de pays qui auraient le droit d'avoir l'arme nucléaire? Il y a des pays qui ont inventé cette arme pour mettre fin à des conflits de manière radicale si nécessaire. Mais avec le temps qui s'est écoulé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, après la guerre froide, et petit à petit, le temps est passé, et ces pays qui ont l'arme nucléaire, à part la Russie, hein, qui n'a pas peur de dire j'ai pas peur d'appuyer sur le bouton, les autres pays sont plus en mode non, mais on a l'arme nucléaire parce que on sait jamais, mais on n'a pas envie de s'en servir. Alors dans ces conditions-là, si on a tous comment ça s'appelle? Si on a tous cet élan de se dire il faut l'arme nucléaire, il faut l'avoir pour se protéger, on sait jamais contre qui on sait jamais pourquoi, on sait jamais, voilà, c'est parce qu'on sait jamais. Il nous faut l'arme nucléaire parce qu'on sait jamais, peut-être qu'on en aura besoin un jour, mais on va pas s'en servir et on veut pas s'en servir. Pourquoi est-ce que d'autres pays moins développés technologiquement et socialement et c'est tout parce qu'il n'y a pas de sous-culture, donc il n'y a pas de développement culturel plus ou moins appuyé que d'autres, mais il y a des cultures plus populaires que d'autres, ça c'est sûr. Pourquoi est-ce qu'on empêcherait d'autres pays plus faibles de développer leur propre arme nucléaire pour eux aussi se défendre si jamais ils sont attaqués? Après, peut-être qu'il faudrait faire une sorte de tribunal des armes nucléaires, c'est-à-dire que, en gros, il faudrait qu'un membre de chaque pays soit le représentant des armes, le décisionnaire, le juriste des armes nucléaires, et qu'il étudie avec intérêt le dossier de demande de développement d'armes nucléaires d'un pays, parce que le pays il est là en mode oui, on s'est fait attaquer par ce pays-là, on a peur de se faire attaquer par ce pays-là, ils nous ont déjà bombardés, on ne sait pas comment se faire entendre, on ne sait pas comment réagir, donc on aimerait développer l'arme nucléaire, laissez-nous faire des recherches, sans la donner. Pourquoi pas? Mais ouais, c'est une question que je me dis, en réalité, il n'y a pas de bonne réponse, quoi. C'est surtout et j'ai noté sur ma feuille, j'ai marqué des armes toujours plus meurtrières. Je veux dire, en plus de ça, je veux dire,
Comme je vous le disais tout à l'heure, on accuse d'autres pays de faire du terrorisme, alors qu'en réalité, chaque pays est hypocrite avec ce terme-là, parce que tout le monde fait du terrorisme, hein. Comme je vous l'ai dit, hein, quand on teste une arme nucléaire sur le territoire français, dans les Outre-mer, ou je sais pas où, hein, où on a nos bases militaires, c'est du terrorisme. Voilà, on envoie un message au reste du monde en disant, nous, on a l'arme nucléaire. Vous attaquez un pays qui a l'arme nucléaire. Nous attaquez pas. Et donc, du coup, très souvent, en plus, ce qui se passe, c'est que c'est des petits groupuscules qui se créent et qui se manifestent et qui vont développer des stratégies d'attaque juste parce que, en fait, en réalité, c'est l'origine de beaucoup de guerres. C'est pas des pays qui se réveillent un matin pour dire non, mais en fait, les Occidentaux, c'est des fous, faut les tuer. Il y a eu des enjeux économiques, il y a eu des enjeux de ressources, il y a eu beaucoup d'enjeux qui nous ont pas été dits à nous, grand public, et qui ont été révélés un peu plus tard par des journalistes, par des intervenants qui disaient oui, mais en fait, il s'est passé ça il y a 50 ans, oui, mais en fait, il s'est passé ça il y a 20 ans, n'oubliez pas, à telle année, il s'est passé ça. Et en réalité, moi, j'ai l'impression que c'est surtout, comment dire, que c'est une vendetta. En réalité, beaucoup de pays qui veulent s'en prendre aux États-Unis et à l'Occident de manière générale, c'est des pays qui sont dans une vendetta. Dans le sens où ils se sentent attaqués par nous, en réalité. Et c'est plutôt à nous de leur dire, non, mais les gars, en réalité, nous, on se bat pour les droits de l'homme et de la femme, on est pour l'égalité et la démocratie, mais après, si une frontière décide d'avoir un autre système, comme par exemple les Anglais qui ont une famille royale qui en plus de ça ne fait rien de ses journées à part faire coucou à tout le monde et tout le monde est fan d'eux parce que je sais pas pourquoi. Et du coup, j'avoue qu'en réalité, en fait, il faudrait des échanges culturels. Il faudrait des échanges culturels. Il faudrait qu'on n'ait pas peur de présenter des cultures et de discuter avec des personnes qui ont d'autres cultures et d'échanger. En plus, on est en 2025, on est à l'ère d'Internet. Ce serait tellement plus lucide d'échanger de manière posée et réfléchie avec des personnes qui n'ont pas spécialement le même avec nous, mais leur demander pourquoi ils n'ont pas le même avec nous, quels sont leurs arguments pour dire que ça c'est bien, ça c'est mal, parce que le bien, le mal, c'est relatif à chacun. Et quand je dis que c'est relatif à chacun, il y a pas quand la vie elle s'est créée, le bien et le mal, ils n'existaient pas. C'est des notions qui ont été inventées par des philosophes et enfin le peuple, quoi, par des humains, pour dire que ça, on pouvait le faire et ça, on pouvait pas le faire. Après, c'est la raison qui apparaît chez chacun. Je veux dire, beaucoup d'espèces sont capables de coexister dans des sortes de sociétés, hein. Renseignez-vous sur les orques. Mais les orques, ils ont des similitudes avec les cultures humaines. Ils sont même capables d'entretenir des traditions, dans le sens où un orque qui chasse d'une certaine manière va apprendre à son fils à chasser d'une certaine manière, qui apprendra à son fils ou à sa fille, hein, de chasser d'une certaine manière. Et donc, du coup, les humains, ils sont pas si différents que ça des animaux. En fait, le propre de l'homme, c'est la technologie. Et encore, rien ne nous met à l'abri qu'un jour, dans des millions d'années, des espèces vont évoluer et qu'elles seront capables d'atteindre ce qu'atteint la technologie, les avancées technologiques. Peut-être, je sais pas, hein, mais enfin bref de chez bref. Ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces guerres-là, elles existent parce qu'on n'arrive pas à se comprendre. Pas parce qu'on s'en veut foncièrement. Je veux dire, moi, pour être honnête, j'en veux à personne. J'ai pas envie de partir en guerre contre qui que ce soit. Des fois, j'ai des souvenirs qui remontent et je me dis, ah putain, lui, il a pas été cool. Là, j'aurais dû réagir comme ci, là, j'aurais dû réagir comme ça. Je pense que chacun a un peu des flashbacks à certains moments. Mais ce que je veux dire par là, c'est que toutes ces guerres-là pourraient se résoudre juste par des pourparlers où chacun a l'esprit ouvert concernant les compromis qui risquent de devoir faire afin d'apporter au peuple la paix. Parce que là ce que je voulais rebondir sur, parce que là, du coup, je parlais de l'Iran, mais du coup, je vais parler de la guerre en Ukraine. Là, ce qui se passe, c'est qu'apparemment, le Times, ils ont interrogé un conseiller militaire un conseiller politique de Donald Trump, qui leur a parlé d'un plan post-cessez-le-feu. Le Times, il a grossi les traits en disant que c'était le plan pour mettre en place le cessez-le-feu.
Et en fait, ce serait une partition, ils appellent ça, une division du territoire ukrainien en 3 blocs. Un bloc à l'ouest franco-britannique, avec l'Ukraine bien évidemment, qui aurait pour mission de surveiller que la paix soit respectée. Un bloc au nord, un peu nord-est, ukrainien, qui serait géré par l'Ukraine avec l'armée ukrainienne qui l'occuperait et qui défendrait son territoire, et un bloc russe où une partie des territoires annexés et plus serait confiée sous la responsabilité de Moscou, et afin de calmer les enjeux, et afin de calmer le jeu, et de se dire, bon écoutez les gars, cette guerre ça fait trop longtemps qu'elle a duré, je crois que ça va bientôt faire 4 ans, et donc du coup, ça fait 3 ans je crois. Et donc du coup, genre les gars, calma, on fait un cessez-le-feu, toi t'es là, toi t'es là, toi t'es là, on arrête de s'entretuer, pour en plus de ça, des intérêts qui ne sont pas réellement expliqués. Je veux dire, on nous vend les Russes comme une invasion de pur méchant de film, en mode ouais, Poutine il a pété un câble, il a décidé d'envahir l'Ukraine, alors qu'il y a eu, j'en ai déjà parlé sur cette chaîne, mais ça démarre du Donetsk, qui a demandé son indépendance. Le Donbass avait demandé son indépendance à l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas répondu en leur faveur. Et donc, du coup, le Donbass a appelé les Russes pour défendre leurs intérêts. Et les Russes, après ça, ils se sont dit, bon, on en profite pour annexer les territoires. Donc, pour quelle raison ces gens se font la guerre? Pour quelle raison Poutine veut conquérir l'Ukraine? Pour quelle raison Donald Trump veut-il faire de Gaza une riviera? Je comprends pas, en fait, parce que ces gens-là, ils ont tellement de puissance, ils ont tellement de pouvoir, ils ont tellement de gens prêts à se battre pour leurs idéaux, qui les suivent et qui les écoutent et qui boivent leurs paroles sans se poser plus de questions, que ça les rend dangereux en réalité. Parce que le monde dépend de leur intention et c'est pas sain. Et dans le journal que je suivais d'Elsie, le Club Info, c'était dit que du coup l'Europe elle était mise au second plan dans les négociations, que ce soit les négociations avec l'Iran, que ce soit les négociations avec Israël, que ce soit les négociations avec l'Ukraine. On oublie l'Europe. Et l'Europe, elle doit se battre pour dire non, mais écoutez, les gars, on est là, nous aussi, on veut la paix, et on est pour ci, on est pour ça. Et du coup, j'avoue qu'on est dans un jeu de puissance, en réalité. Et je trouve pas que ça serve le monde, qu'une poignée d'individus soient au pouvoir et qui, comme des chefs d'orchestre, nous disent quelle mélodie on doit chanter. Voilà. Donc du coup, comme je vous le disais plus tôt, il y avait eu quelques semaines un cessez-le-feu qui avait été proposé par Donald Trump en mer Noire et sur les infrastructures énergétiques. Poutine ne l'a pas respecté. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Parce que Poutine, il disait hein, qu'il était prêt à faire des négociations. Après, moi je pense que ce qui se passe, c'est qu'il y a eu un moment où les Ukrainiens réussissaient à repousser l'ennemi russe avec une certaine efficacité. Mais ensuite, la roue s'est inversée, la roue a changé de sens, hein, la roue est tournée dans l'autre sens, et les Russes, ils commencent à avoir l'avantage sur le terrain. Ce qui en réalité, moi, m'étonne pas, parce que je pense que les Russes, moi, de ce que je suivais des informations, les Russes, ils sont dans beaucoup de conflits en réalité. On n'en parle pas trop, mais il y a beaucoup de territoires où les Russes sont là, et où les Russes se battent contre les Occidentaux de manière indirecte. En fait, c'est une sorte de guerre froide mondiale qu'il y a entre l'Occident, la Russie, la Chine qui essaie un peu d'arriver comme une sorte de voie neutre qui est plus pour des guerres commerciales. Donald Trump d'ailleurs fait une guerre commerciale, ça aussi c'est une dinguerie, hein, mais bref. Et du coup, j'avoue que là, c'est voir que tous ces gens puissants n'hésitent pas à utiliser la force. Parce que c'est simple, c'est pas eux qui se battent, c'est des soldats, donc c'est facile pour eux d'envoyer des soldats. Il faut signer 3 papiers, faire un beau discours et dire qu'on se bat pour le bien du peuple. Et voilà, on peut envoyer des soldats attaquer un pays. Et en réalité, que le peuple, est-ce qu'il a vraiment son mot à dire concernant ces conflits-là? Parce que, genre, là, ce qui s'est passé, ce que j'ai trouvé assez pertinent, c'est que les journalistes, ils étaient là en mode, ouais, le plan qu'a proposé le conseil de Trump pour l'Ukraine, qu'est-ce qu'en pensent les Ukrainiens? En réalité, bah, Zelensky, il n'a pas réagi, et le peuple, il n'a pas réagi, parce qu'en réalité, c'est parce que, c'est ce que en fait, c'est la question que je me posais, c'est pour quelle raison
est-ce que ce serait les États-Unis qui devraient négocier le cessez-le-feu avec la Russie dans le conflit Russie-Ukraine? Pourquoi ce ne serait pas l'Ukraine, la Russie et un troisième individu plus neutre qui là semblait être les États-Unis, mais les États-Unis, j'ai plutôt l'impression que Trump il veut mettre fin au conflit le plus vite possible pour ensuite faire un beau discours, dire vous avez vu, moi j'ai fait la paix, mais en réalité les intérêts des concernés ne sont pas respectés. C'est juste faire la paix parce que ça ferait une bonne pub. On n'est pas là à se dire non, mais attendez, on va reprendre cette situation, on va reprendre les origines de la guerre entre l'Ukraine et la Russie, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que la guerre a éclaté, quelles étaient les demandes des différents protagonistes de ce conflit et comment est-ce qu'on pourrait négocier pour trouver un accord qui arrange les différents partis. Voilà, c'est ce que je pense, comme je vous le disais. Je ne suis pas pour la guerre, je suis pour des négociations et des compromis. Voilà. Ensuite, j'ai remarqué aussi, et ça j'ai noté, qu'on est dans une génération où les politiciens ils utilisent beaucoup les réseaux sociaux, leur page Twitter, enfin X, et même Macron, il a fait des trucs sur Snapchat. Hein, et on pouvait envoyer des snaps à Macron pour lui poser des questions, et il répondrait dans une vidéo. Et je trouve pas, je trouve pas que ça sert le pays en réalité. Je trouve pas que ça sert le pays. Surtout qu'en plus de ça, la plupart du temps, je pense que ces réseaux sociaux-là, à part peut-être des personnages comme Donald Trump et Elon Musk, qu'on a un peu rien à foutre, vu qu'ils ont tellement d'argent que même s'ils n'étaient pas au pouvoir, ils pourraient vivre une vie pépère et au calme, à faire du business sans que personne les arrête, et au contraire, tout le monde est fan de leurs produits et de leur manière de faire. C'est que en réalité, je pense pas que ça serve le monde que les politiciens utilisent les réseaux sociaux. Dans un sens, c'est bien. En fait, c'est bien si ça permet au peuple d'échanger avec eux. Mais si c'est juste pour boire leurs paroles, les gars, arrêtez et passez à la télé, répondez à des questions de journalistes qui sont pertinents, qui ont des idées peut-être arrêtées, mais qui ont des convictions différentes des vôtres, et confrontez-les à d'autres interlocuteurs plutôt que de juste partager un tweet qui pourrait être interprété de toutes les manières possibles et imaginables et détournées pour faciliter les idéaux des autres. Et du coup, enfin les idéaux de chaque personne, c'est-à-dire voilà, oh, regardez, Macron il a dit ça sur les réseaux sociaux, il est fou ce mec, il dit n'importe quoi. J'ai regardé un peu des tweets, hein, parce que dans mes recommandations, dans mes notifications, j'ai des recommandations de tweets, et des fois je tombe sur des tweets des gens au pouvoir en France, je lis les commentaires, mais je devrais vraiment pas faire ça, parce que c'est les extrêmes. C'est soit ils sont complètement du côté de Macron en mode ouais, Macron, vive Macron, soit ils sont complètement contre Macron, oh Macron, t'es un fils de pute. Et du coup, j'avoue que c'est pas quelque chose de sain, c'est pas un échange sain qui se crée, ou un débat lucide et réfléchi a lieu. C'est plutôt l'anarchie émotionnelle et idéologique des gens qui se confrontent les uns aux autres et qui ont le voile du numérique afin de se cacher derrière un pseudo et de dire ouais, mais toi t'es un fils de pute parce que tu penses pas comme moi. Voilà. Alors ensuite, j'en ai parlé brièvement, mais du coup, à l'époque, il y avait eu, il y a quelques temps, il y a quelques mois, il y avait eu un cessez-le-feu qui avait été, euh, qui avait été établi entre Gaza, le Hamas et Israël. Ce cessez-le-feu, il est plus respecté. Israël elle bombarde Gaza et elle est en train de vider la population, de la faire partir. Ils veulent le territoire. En réalité, j'ai limite l'impression que Netanyahou, en fait, en réalité, il en a rien à foutre des otages. Pour lui, c'est juste un prétexte. C'est juste un prétexte. Ah, ils ont capturé des Israéliens, ils ont fait un attentat. Ok, j'ai le droit de bombarder des gosses de 8 ans. Oui, le gosse de 8 ans là-bas, oui, lui, oui, bah oui, je suis pour sa mort. Ça m'écoeure. Ça m'écoeure. Et de voir que même si au journal ça a été dit, il y a un journaliste qui a dit que Netanyahou continuait les crimes de guerre, mais en réalité, il y a personne qui l'arrête. Et même moi, ça fait juste me rendre compte à quel point je suis impuissant, et à quel point j'ai aucune influence sur les décisions militaires de ces puissances, et que je peux pas impacter. Et que même si on envoie des aides humanitaires, tout ce qu'on... je sais pas. Je sais pas, ça m'attriste. Pour être honnête, ouais, ça m'attriste. Ça m'attriste, je suis pas... j'ai pas la larme à l'œil. Mais je me dis, putain, les vrais fous, on les arrête pas. Les vrais fous, on les arrête pas. Voilà. Donc du coup, pour en revenir sur Israël et le Hamas,
Macron a dit dans un tweet qu'il était favorable à un État palestinien sans le Hamas. Mais en Israël, ils veulent pas d'État palestinien. Pour quelle raison? En fait, moi c'est pas ça qui me fait bloquer. C'est pas de me dire, il y en a qui veulent un État palestinien, il y en a qui veulent pas un État palestinien. La question que je me pose, c'est oui, pourquoi? Pourquoi vous voulez un État palestinien et pourquoi vous voulez pas l'État palestinien? Je pense que c'est la question qu'on devrait poser à tout le monde. C'est oui, mais pourquoi? Pourquoi vous voulez ça? Qu'est-ce qui vous a conduit à vouloir ça? Qu'est-ce qui vous a conduit à vouloir faire cette guerre? Et qu'on écoute les histoires des concernés. Qu'on arrête de faire intervenir des pays qui sont juste les pays number one de la Terre parce qu'ils ont la bombe nucléaire et parce qu'ils ont bombardé il y a 80 ans le Japon et qu'ils ont gagné la guerre contre l'Allemagne et qu'ils ont redessiné le monde comme ça les arrangeait et que maintenant c'est au monde de s'adapter à ce qu'une poignée d'hommes puissants a décidé par rapport à des ressources telles que le pétrole, l'or et les diamants. La question que je me posais, voilà, c'était pour en revenir à la guerre en Ukraine et on arrêtera cette review actualité sur ça. C'est est-ce qu'il faudrait donner les territoires annexés à Poutine? C'est la question que je me pose en réalité. Les Ukrainiens se sont battus pour repousser les Russes. Là, ils ont du mal à repousser les Russes. Là, ils sont épuisés par la guerre. Les Russes, ils sont déter hein, en réalité. Hein. On ne sait pas pourquoi, mais ils sont déter pour casser la gueule à l'Ukrainien. Pour conquérir l'Ukraine, ils suivent Poutine. Hein, et ils n'ont pas le choix aussi dans un sens. Hein. C'est soit ils le suivent, soit ils sont forcés de le suivre. Il y avait des dingueries hein, qui avaient été dites par des personnes du côté de la Russie qui avaient réussi à venir en Occident pour faire cette folie. Comme quoi, par exemple, Wagner, là, il était ouf. Si un soldat battait en retraite sans avoir reçu l'ordre de battre en retraite, il se faisait exécuter. C'est des fous. Hein. Je sais pas si c'est des fous, mais ils n'ont pas peur de la guerre. Ils n'ont pas peur de faire la guerre. Et donc du coup, les territoires annexés, il y a eu un mouvement politique qui avait été fait. C'est-à-dire, Poutine, il avait mis en place un référendum pour demander aux quatre des régions du sud-est, de l'est plus vers le sud de l'Ukraine, qui voulaient rejoindre, est-ce qu'ils voulaient être ukrainiens ou est-ce qu'ils voulaient être russes. Le vote avait révélé qu'apparemment ces 4 régions voulaient être russes. Puis ensuite, des Ukrainiens s'étaient rendus dans des mairies et avaient découvert que les votes avaient été falsifiés. Et donc du coup, moi je pense que ce qui pourrait être intéressant, et ça m'étonne vraiment que ça n'ait pas été proposé, mais ça c'est parce que Poutine sûrement il sera contre, tu vois, l'idée que la démocratie occidentale se mêle de ses affaires en Ukraine. Et donc du coup, moi je pense qu'il faudrait aller voir les peuples et leur demander, mais qu'est-ce que vous voulez, vous? Pas ce que veulent les États-Unis, même pas ce que veut l'Ukraine, mais ce que veulent les régions annexées par la Russie. Est-ce qu'ils veulent retourner en Ukraine ou est-ce qu'ils veulent rester avec les Russes? C'est à eux qu'il faut poser la question. C'est pas à Donald Trump, c'est pas à Elon Musk, c'est pas à Macron et c'est même pas à Zelensky. Après Zelensky, je vous avoue que moi, je l'aime bien. Je trouve qu'il a fait le nécessaire en tant que président. Il a été un peu partout à la fois. Il s'est investi pour le bien de son pays. Il est convaincu de se battre pour le bien de son pays. Et du coup, je pense qu'il faut respecter l'individu et qu'il faut l'écouter concernant les intérêts de l'Ukraine. Mais il ne faut pas qu'il oublie qu'il y a peut-être dans les régions ukrainiennes, et c'est le cas, j'avais lu un article géopolitique occidental, d'un journal occidental, un mec qui était parti dans le Donetsk, vers le Donbass, tout ça là-bas, là, et qui avait demandé justement au peuple un Donetsk ce qu'il pensait de la situation actuelle, et qui disait, bah voilà, maintenant nous, on est en paix. Et donc du coup, je pense vraiment qu'il faut que dans tous ces conflits, que ce soit le sujet de l'Iran et de l'arme nucléaire, que ce soit Gaza, que ce soit Israël, que ce soit l'Ukraine, que ce soit l'Afrique, parce qu'on n'en parle pas beaucoup de l'Afrique, hein. Il y a quelques rappeurs qui ont réagi à des événements en Afrique. Il y a eu une vague de coups d'État où des militaires ont renversé les gouvernements fantômes de l'Occident, hein. C'est-à-dire les présidents qui ont été placés là par les Occidentaux afin de s'assurer des bonnes relations avec le reste du pays. Puis ensuite, moi, j'ai quelqu'un qui est un médecin qui venait du Congo, je crois. Alors, je sais plus si c'était République du Congo ou si c'était
Je sais plus, mais en tout cas, il avait expliqué que la plupart du temps, ce qui se passait, c'est que le peuple, en réalité, ils s'en battaient les couilles. Que ce soit un tel président ou que ce soit un tel président, ça changeait rien à leur vie, et que quand quelqu'un faisait un coup d'État, le peuple, il est plutôt là en mode ouais, vas-y, fais ton coup d'État, mon vieux. Et donc, du coup, voilà, moi, je pense qu'il faut se concentrer sur ce que veut le peuple. C'est la base de la démocratie. C'est ce qu'a initié la Révolution française. C'est les droits universels de l'homme, les droits universels de l'être humain, la liberté d'expression. C'est tout ça pour lesquels il faut se battre. Et donc, du coup, tout ce qui est asservissement, manipulation et terrorisme, disons-le, et je le rappelle que j'ai dit dans cette vidéo, mais tous les pays font du terrorisme, et ben, je pense que on oublie le peuple, et il faudrait demander au peuple quel est son avis, et pourquoi il a cet avis-là. Et donc, il faudrait ouvrir les débats, ouvrir les pourparlers, ouvrir les négociations, et faire des compromis, des deux côtés, de tous les côtés. Voilà, parce que là, le monde tel qu'il se dessine, ça risque d'être un bloc américain durant les prochaines années du mandat de Trump, et je crois que c'est des 4 ans aux États-Unis, je sais plus trop. Et donc, du coup, Trump va être le chef d'orchestre pendant plusieurs années. Bon, ce sera pas aussi simple que ce qu'il imagine, hein. Il suffit pas de dire je veux le Groenland pour avoir le Groenland. Mais voilà, il a un peu des idées farfelues, hein. Faire du Canada un 51e État, pourquoi? Sûrement pour des ressources. Voilà, c'est Donald Trump, il doit avoir un business plan en tête, il me faut le Canada pour ça. Et il pense être capable de l'obtenir parce qu'il est président du monde libre, il est président des États-Unis, il est président du pays le plus puissant du globe. Ensuite, il y a la Russie, qui n'a pas peur de faire la guerre. Il y a la Chine, qui entretient des relations particulières avec la Russie, mais qui se bat plus pour ses intérêts personnels que pour les Russes, hein. Moi, je me souviens qu'il y avait eu, lorsque la Russie avait commencé la guerre en Ukraine, les Chinois, le gouvernement chinois avait fait venir Poutine chez eux pour lui dire non mais qu'est-ce qui t'arrive Poutine? Pourquoi est-ce que tu fais la guerre? C'est pas logique et nous on n'est pas pour. Ils sont pas pour cette guerre, hein, mais ils sont pas non plus 100% contre. Ils sont pour la paix, mais pour une paix qui arrangerait les Russes. Voilà, hein, parce que c'est leur pote politique. Et il y a l'Europe qui est en proie à de la division politique entre les différents extrêmes qui se disputent les pouvoirs, entre guillemets, pour défendre leur idéologie et mettre en place leurs lois. Et du coup, il ne faut pas oublier l'Afrique qui a une richesse et du potentiel insoupçonné, je pense, et qui pourrait vraiment, vraiment devenir un lieu qui devrait à tous nous servir d'exemple, hein. Comment l'Afrique a été traitée dans l'histoire, on devrait se dire ça, faut plus le refaire. Ça, faut plus le refaire. Je veux dire, voilà, c'est moi. Après, voilà, j'ai pas envie de développer des idées radicales ou de vous pousser à développer des idées radicales. Mais quand je vois, par exemple, que Israël, qui est un pays juif, qui a été créé après la Seconde Guerre mondiale, voir comment est-ce qu'ils traitent Gaza, alors que eux-mêmes, ils ont traversé des souffrances inimaginables à cause d'Hitler, qui est censuré d'ailleurs sur YouTube, hein. Je crois que je peux me faire strike parce que j'ai dit son nom, hein, n'importe quoi. Je trouve que là, il y a tout qui part en couille. Je trouve que là, il y a tout qui part en couille. Il y a tout qui part en couille. En fait, chacun commence à se placer des œillères et à avoir la tunnel vision que sur ses propres idéologies et sur ses propres idéaux. Et je pense pas que c'est comme ça qu'on va résoudre les conflits du globe. Voilà, on va s'arrêter là pour cette review actualité. J'ai pas parlé de la femme qui a disparu après son jogging, j'ai pas parlé de la guerre commerciale plus ardument, mais voilà, ça fait 30-39 minutes et j'ai pas envie d'avoir trop à monter non plus parce que j'ai enregistré LCI et j'ai envie de faire un montage un peu stylé avec des extraits pour un peu étayer mes propos. Je pense que je ferai ça demain matin, voilà, donc dimanche 13 avril, pour essayer de poster la vidéo ce dimanche ou lundi. Et du coup, on va s'arrêter là. Voilà, c'était Raiger. N'oubliez pas que voilà, le plus important, c'est d'être en paix avec soi-même et d'être bienveillant envers les autres.
ça sert à rien de se faire la guerre. La guerre n'amène que plus de guerre. Parce que le perdant, après, il veut se venger. C'est ce qui s'est passé avec la Seconde Guerre mondiale, hein. Il y a une Première Guerre mondiale parce qu'un prince hongrois, enfin je sais plus qui, autrichien ou je sais plus trop quoi, s'est fait descendre après un festival ou je sais pas trop quoi, et donc du coup tout le monde a pété un câble et a décidé de s'entretuer. Donc j'imagine que c'est plus complexe que ça et qu'un historien serait mieux replacer le contexte historique de la Seconde Guerre mondiale que moi. Mais l'Allemagne a perdu la Première Guerre mondiale et s'est retrouvée dans des situations économiques instables, ce qui a créé des monstres comme Hitler qui étaient animés par leur haine des vivants et qui avaient des idéologies vraiment que eux, il faut vraiment censurer. Voilà, il ne faut pas censurer le nom d'Hitler. Au bout d'un moment, je disais qu'il fallait effacer Hitler de l'histoire, parce que ça ne faisait que lui donner du crédit. Mais en réalité, faut vraiment apaiser les âmes de chacun. Et je pense que ça passe par le dialogue, par l'échange culturel, et qu'il faut s'ouvrir à d'autres visions, même si elles ne sont pas en accord avec la nôtre, et qu'on peut les trouver un peu enfantines. Voilà, c'était Rigueur pour une review actualité. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like. Voilà, je vais essayer d'en faire un peu plus souvent. Je ne vais pas vous promettre une régularité, mais là, voilà, ça faisait un moment que j'avais pas fait de review actualité, que j'avais pas pris la parole sur ce qui se passe dans le monde, et j'avais envie de vous partager un peu mon avis. Voilà, donc du coup, assez content d'avoir fait cette vidéo. J'espère que vous l'aurez trouvée pertinente et qu'elle vous aura aidé à y voir un peu plus clair, hein. Voilà, après, voilà, là, j'ai pas fait de recherche, hein, parce que en 2022, je faisais des recherches et tout, j'étais déter, mais là, j'avoue que chaque intervenant me donne pas envie de faire de recherche sur lui. Je me dis plutôt, ce mec-là, il n'a rien à faire au pouvoir, ça aurait jamais dû arriver. Enfin bref, sur ce, c'était Riger. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée, un bon après-midi, et je vous dis à bientôt pour plus de vidéos. Prenez soin de vous. Tchuss.